Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'info immo consacrée à la problématique de l'estimation de valeur. C'est le 5e épisode. On va s'intéresser cette semaine à l'estimation de valeur vénale par les coûts de reconstruction valeur à neuf. C'est pas la plus simple des méthodes, c'est pas non plus la plus efficace. Pour commencer très rapidement, le contexte du marché réunionnais, très rapidement parce qu'on l'a vu la semaine dernière. Équilibre entre l'offre et la demande sur une base 100 au premier semestre 2018. Au cœur de la bulle immobilière, on est sur un ratio de 1 à 3. Donc la demande est quasiment 3 fois supérieure à l'offre. À cette époque, il était possible de négliger la phase d'estimation parce qu'il y avait une demande telle que les acquéreurs succombaient au prix proposé par le vendeur. Cette période est révolue. On est au deuxième semestre 2025, donc toutes les ventes conclues depuis le 1er juillet de cette année. Un ratio 63 pour l'offre, 79 pour la demande. On est quasiment à l'équilibre. Il n'est plus question de passer outre une méthode fiable et précise d'estimation de valeur de son bien si on souhaite le vendre dans les meilleures conditions. Ce n'est pas le cas de la plupart des vendeurs, puisque 71% d'entre eux ont dû baisser leur prix pour vendre leurs biens. C'est-à-dire que 71% d'entre eux n'ont pas écouté les conseils de leur agence agréée observatoire concernant la valeur de leurs biens et ont dû concéder donc une baisse de prix pour conclure leur projet. Et cette baisse de prix, elle est en moyenne, toujours pour ce second semestre, elle est en moyenne de 9,14%. C'est une somme importante, hein. Pour une mise à prix de 500 000 euros, on va être à quasiment 45 000 euros, même un peu plus de 45 000 euros de chute de prix. Donc autant éviter cette négociation qui est difficile, donc se baser sur une valeur définie par une méthode d'estimation rigoureuse. Alors, cette méthode des coûts de reconstruction valeur neuve, c'est une méthode qui est issue du milieu de l'assurance, hein, où lorsqu'on indemnise un bien sinistré, on va se baser sur sa valeur de reconstruction. Il y a beaucoup de contrats d'assurance qui prévoient ce type de garantie. Donc, elle consiste à, en termes d'immobilier, à déterminer la valeur vénale d'un bien en fonction du coût de son remplacement, c'est-à-dire du coût de reconstruction à l'identique de ce bien-là, en déduisant ensuite la vétusté parce que ce bien n'est pas neuf, c'est un bien ancien. Donc ça pose deux questions. Un, quel est le coût de reconstruction du bien que je veux estimer? Et deux, quel est le taux de vétusté que je vais appliquer à cette valeur à neuf? Concernant le coût de reconstruction, donc il y a l'appartement ou la maison. S'il s'agit d'un appartement, donc c'est globalement plus facile. Il y a un cas qui est même très facile. Vous devez estimer un appartement situé dans un quartier où il y a au moins un programme neuf qui est actuellement proposé avec des prestations similaires. C'est pas compliqué, on va se baser sur la valeur au mètre carré. Donc de ce programme neuf actuellement commercialisé pour l'appliquer à l'appartement que je souhaite estimer. Ensuite, il faudra donc appliquer la vétusté, hein. C'est une autre affaire. Mais déjà, sur le coût de reconstruction, dans ce cas-là, c'est simple. C'est assez simple si dans le même quartier, vous avez un programme neuf actuellement commercialisé avec des prestations différentes. Il faut juste faire une décote ou une surcote en fonction des prestations offertes par votre appartement. Bon, on quitte le domaine de la pure simplicité, hein. Ça devient un peu plus difficile. Et il y a un cas plus difficile, c'est vous devez estimer un appartement dans un quartier où il n'y a aucun programme neuf disponible. Donc il faut alors chercher un programme neuf similaire avec des prestations similaires dans un quartier différent et appliquer une surcote ou une décote en fonction de la qualité de cette localisation. Là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus aléatoire, hein. Je prends par exemple quartier Sainte-Clotilde Clinique et Le Moufia, c'est pas loin. Est-ce qu'il y a une décote? Et s'il y a une décote, elle est de combien? Et encore là, je suis sur des quartiers très proches, hein. Je peux avoir des cas beaucoup plus difficiles. Donc voilà, on a différents degrés de complexité. Concernant une maison, il y a une règle de base. On va différencier et définir d'abord la valeur du foncier et ensuite celle du bâti. Et en les cumulant, on va arriver à la valeur globale. Donc on fait un démembrement de la propriété foncière d'un côté, bâti de l'autre. Concernant la valeur du foncier, il y a un cas qui est assez facile. C'est estimer une maison
dans le quartier de laquelle il y a des terrains similaires actuellement proposés à la vente. Cas d'école, hein. C'est un cas d'école. Le cas typique, voilà, lotissement, par exemple, un lotissement comment dirais-je, à Saint-Pierre, un lotissement est en cours. Un des premiers acquéreurs des parcelles a fait construire sa maison et la revend pour X raisons. Et quand il la revend, eh bien, il y a toujours des terrains disponibles dans ce même lotissement. Donc, c'est hyper facile dans ce cas-là. Il suffit de comparer la valeur du terrain disponible. Cas très difficile, je dois estimer une maison située dans un quartier où aucun terrain similaire n'est ni à vendre, ni n'a été vendu dans un délai raisonnable. Exemple, Chemin Semeur. Combien vaut aujourd'hui, novembre 2025, un terrain de 600 mètres carrés à Chemin Semeur? Par comparaison, je ne peux pas en trouver, donc il va falloir que j'aille chercher des zones similaires, mais est-ce qu'il y a des terrains vendus dans les zones similaires qui sont des zones très valorisées? Voilà, donc exemple, Chemin Semeur ou Front de Mer, première ligne, dans l'ouest ou dans le sud. Autre cas très difficile, estimer le foncier quand le terrain a des caractéristiques incomparables, ou par la taille, donc petite, grande, petite surface, grande surface, ou par la situation, vue mer totalement magique, imprenable à 180 degrés, ou à l'inverse, vue mur. Voilà. Donc là, j'aurais beaucoup de mal à trouver la valeur d'un foncier similaire. Concernant la valeur du bâti. Concernant la valeur du bâti, donc pour estimer une maison, c'est difficile, hein, c'est même très difficile, il faut se référer avec la plus grande précision possible au coût de construction à l'instant T de prestations identiques. On utilise donc la valeur unitaire du mètre carré habitable et on applique une décote pour la Varrogue. C'est extrêmement difficile, en fait, c'est un métier, ça s'appelle maîtreur. Donc tout le monde, en fait, même la plupart des gens, sont incapables de définir avec précision la valeur du bâti, de reconstruction, donc du bâti à l'instant T. Donc on va vraiment être dans l'approximatif. Et sur une maison de 150 mètres carrés, ben, l'approximation de la valeur au mètre carré va avoir des conséquences importantes. Il faut, sur la base de cette valeur du bâti, prendre en compte la valeur des accessoires, donc cuisine aménagée, la piscine, la domotique, les alarmes et les aménagements de la parcelle. Donc pour une maison, clôture du terrain, végétalisation, etc. Parce que dans ce cadre-là, n'oubliez pas que vous achetez un terrain, donc valeur du bâti, enfin du foncier plus le bâti, le foncier que vous avez acheté, en général, n'est pas clôturé, il n'est pas végétalisé, hein. Donc, moi, j'estime une maison existante, donc sa valeur, il faut prendre en compte tous les aménagements qui ont été réalisés. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le plus difficile, comment calculer la vétusté donc qu'il convient de déduire à la valeur à neuf que je viens de définir. Il y a deux écoles. Il y a une école extrêmement théorique qui consiste à appliquer le taux de vétusté qui est développé dans le milieu de l'expertise. Par exemple, un toit en tôle, comme il y a à La Réunion en Guadeloupe, un toit en tôle est réputé durer 20 ans. Donc chaque année, il va perdre de façon linéaire 5% de sa valeur pour arriver à une valeur zéro au bout de 20 ans. Donc c'est une approche assurantielle qui, à mon sens, n'a pas grand-chose de valable dans l'immobilier parce qu'en fait, on est dans le cadre d'une estimation de valeur vénale. L'estimation de valeur vénale a un seul objectif, définir la valeur qui va être agréée par un acquéreur raisonnable à l'instant T dans le marché, dans ce marché-là. Je prends un exemple, je reviens sur le toit. Vous avez un acquéreur qui recherche une maison, vous lui faites visiter une villa qui a 5 ans. Et le toit a un gros problème. En fait, toute la peinture est écaillée, on ne sait pas pourquoi. Mauvaise fabrication, mauvaise mise en œuvre, pas d'entretien, problème d'électrolyse. Bref, le toit a souffert et c'est la première chose qu'on voit quand on arrive devant la villa. Il n'y a pas un acquéreur qui va passer à côté de ce défaut. Et vous pourrez lui dire, oui, mais attendez, elle a que 5 ans, donc en fait, c'est rien, c'est 5%, donc 25%. Non, ça va s'ancrer dans sa mémoire et s'il retient sa maison, il va négocier fortement sur une valeur bien supérieure à 25% de la valeur de cette toiture. Donc moi, je préfère l'autre école qui consiste à évaluer le différentiel entre
l'état actuel du bien et l'état neuf. Et donc évaluer le coût des travaux qui va être nécessaire de mettre en œuvre pour combler ce delta et retrouver un état neuf. Voilà. Bah, en l'occurrence, ce toit-là, je ne prends pas du tout en compte les 5 ans. Voilà, c'est combien va coûter le travail de poncer ce toit et de réappliquer une peinture qui, cette fois-là, résistera. Voilà. Ça, je suis dans le concret, donc je vais préférer cette école. Donc, on évalue le différentiel état actuel, état neuf et le montant des travaux nécessaires pour retrouver l'état neuf. Donc, si je prends l'exemple d'une maison de 120 mètres carrés, coût de reconstruction que j'évalue à 1800 euros le mètre carré, donc c'est de l'entrée de gamme. La valeur du bâti, donc 1800 par 120, je suis à 216 000 euros. Il faut que je déduise l'ensemble des travaux qui vont permettre de passer de l'état actuel du bien à son état neuf, et je vais les déduire de cette valeur de 216 000 euros. J'ajouterai la valeur des accessoires en prenant en compte leur vétusté et la valeur des aménagements du terrain. Voilà. De cette valeur-là, globale, j'ajouterai la valeur du foncier qu'on a définie auparavant. Vous voyez, c'est pas simple. L'avantage de cette méthode, alors c'est un recours intéressant quand il n'y a pas d'autre solution. En gros, lorsque l'analyse par comparaison est impossible, parce que le bien que je veux estimer, eh bien, il n'est pas comparable. Il n'est pas comparable. Donc l'analyse par comparaison, je l'écarte. L'analyse par capitalisation des revenus locatifs, je l'écarte parce que ce n'est ni un studio, ni un T1, ni un T2. On a vu ça la semaine dernière. Donc, eh ben, je vais recourir à cette méthode par les coûts de reconstruction valeur 9. Mais il faut que je prenne en compte les inconvénients importants, qui sont au moins trois. Un, c'est une méthode qui n'est pas autonome. L'approche programme 9 que j'ai mis en œuvre pour la valeur à neuf d'un appartement, comme l'analyse de la valeur du foncier pour une maison, bah, c'est un principe de comparaison. Hein. Je vais comparer ce bien-là au programme neuf ou le terrain de cette maison à des terrains comparables. Donc, je sors complètement de cette méthode. C'est une méthode qui n'est pas autonome. Deux, la valorisation du coût de reconstruction, la valeur à neuf. Et du coût des travaux, ça nécessite une connaissance très approfondie et actualisée en permanence dans le domaine de la construction. Encore une fois, c'est un métier, ça s'appelle maîtreur. Si on ne maîtrise pas ce domaine de la construction, on va se tromper. Imaginez que je sois à 200 euros d'écart, j'estime à 1800 euros le prix de la construction, alors que je suis à 2000, il me manque 200. 200, la maison fait 150 mètres carrés, je suis à 30 000. Ah, j'ai un delta de 30 000 euros. C'est très important. Et enfin, un autre inconvénient important, c'est une approche très théorique qui sera mise à mal dès qu'une confrontation avec le réel, donc un bien comparable vendu dans le même secteur ou un bien à vendre, c'est moins bien, mais c'est déjà une indication, dès qu'une confrontation avec le réel sera possible. En fait, il y a notamment un problème, c'est que cette méthode ne prend pas en compte l'éventuel antagonisme entre la qualité de la construction mise en œuvre et la quantité de mètres carrés construits avec la qualité de son emplacement. Exemple, cas d'école, je n'ai rien contre Sillaos, c'est magnifique, mais c'est quand même un marché spécifique. Vous devez estimer une maison superbement construite, et en qualité et en quantité. À Sillaos, vous appliquez cette méthode-là, vous allez arriver à une valeur vénale qui n'a aucun rapport avec le prix que sera prêt à payer un acquéreur raisonnable. On est hors réel. Et pourtant, en théorie, voilà, cette maison, le terrain vaut tant, et le bâti, ben, il vaut tant. Il vaut tant, belle prestation, volume, excellemment entretenu, donc peu de taux de vétusté. Voilà, donc vous avez suivi la méthode, mais vous êtes hors circuit, totalement hors circuit. Voilà, donc conclusion, c'est une méthode que l'on peut mettre en œuvre par défaut, en ayant vraiment conscience de ses inconvénients, mais lorsque les autres approches sont impossibles ou déficientes et que vous n'avez pas le choix. Voilà, je vous remercie de votre attention. On se retrouvera pour une sixième séquence donc qui sera consacrée à la quatrième méthode d'estimation. On fera ça la semaine prochaine ou dans 15 jours. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée.